Salut. Alors ici dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est en gros le résumé de toute la science sur en fait comment devenir plus grand. Alors aujourd'hui, si tu cherches comment devenir plus grand sur YouTube, tu vas tomber soit sur des étirements, soit sur des exercices muscu qui vont te rendre plus grand temporairement. Par exemple un étirement, si tu te tiens accroché à une barre, tu vas devenir légèrement plus grand de quelques centimètres pendant à peu près 30 minutes avant de revenir à ta taille réelle. Mais ce que je vais expliquer ici, c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur toute la science, sur comment en fait rendre ses os plus longs et en fait réellement devenir plus grand. Et là, je me suis pris ma petite Monster. Là, ça va être un style de vidéo un petit peu plus posé, un petit peu moins hyperactif, contrairement à mes shorts. Et dans le passé, j'ai déjà fait 2 vidéos sur comment devenir plus grand, mais j'ai changé mon avis sur certaines choses. Et donc, c'est pour ça que je refais une vidéo ici. Alors déjà, une des idées reçues, c'est qu'en fait, notre taille est influencée seulement par notre génétique. Si tu demandes à tes parents, pourquoi est-ce que je suis pas grand, pourquoi est-ce que lui il est grand, ils te diront toujours que lui c'est parce qu'il a une génétique, ses parents sont grands, etc. Mais il s'avère que la génétique, c'est qu'une partie de l'équation. Aujourd'hui, si tu prends un enfant et que tu lui donnes pas assez de calories pour se développer, il mange pas assez, imaginons il a une période de famine pendant 1 mois, 2 mois, etc. Pendant cette période, bien sûr, le corps ne pourra pas grandir. Et c'est un exemple concret de comment l'environnement et son alimentation influencent en fait sa taille adulte. Fort heureusement, aujourd'hui en France, on n'a pas vraiment de problème d'alimentation ou de calories, mais vous allez voir, il y a certains axes sur lesquels on peut travailler pour en fait devenir plus grand, ce qui est l'objectif de cette vidéo. Et du coup, c'est ce que je vais vous décrire ici pendant les prochaines minutes. Et avant que je commence, il faut que je parle un peu de la réalité, qui est que la science de devenir plus grand, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas un sujet très étudié par rapport au cancer par exemple qui sera où il y a énormément d'études. Eh bien la croissance, il y en a beaucoup moins. Ceci dit, dans ces études, on peut tirer des conclusions relativement fiables. Ceci dit, comme pas mal d'autres sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'études, il faut que je commence par dire qu'il nous faudrait beaucoup plus d'études sur le sujet. Et dans le futur, il est possible que d'autres axes de croissance se développent et qu'on comprenne mieux comment devenir plus grand. Mais globalement, moi j'ai fait le tour un peu des études et il y a 2 axes principaux. Le premier qui va être un axe hormonal et le deuxième qui va être un axe alimentaire. Et pour moi le plus prometteur, c'est l'axe hormonal dont je vais vous parler tout de suite. Et cet axe hormonal, il a commencé un peu par hasard, où en fait certaines personnes sont nées avec des déficiences de certaines choses. Par exemple, certaines personnes vont avoir une maladie génétique très rare qui va leur empêcher de produire de la testostérone. Par exemple, d'autres personnes, ça va être une autre hormone. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont des hommes qui, en fait, n'ont pas d'œstrogène ou qui ne peuvent pas utiliser leur oestrogène. Alors, les oestrogènes, c'est quoi? Eh bien, typiquement, quand on parle d'oestrogène, c'est un peu l'équivalent de la testostérone, mais pour les femmes. Les hommes, on a de la testostérone, c'est ce qui nous rend masculin, les poils, les muscles, etc. Et les femmes, eux, ont l'œstrogène, ce qui va les rendre plus féminin, donc un peu plus de prise de gras, un peu plus de rétention d'eau, etc. Ceci dit, les hommes ont des oestrogènes et les femmes, bien sûr, ont un petit peu de testostérone. Donc, c'est quoi le lien? Eh bien, ce qu'ils ont vu, c'est que chez les hommes qui ne peuvent pas utiliser leur oestrogène ou qui ne produisent pas d'oestrogène, ce qu'ils voyaient, c'est que, en fait, ils étaient extrêmement grands. Mais c'est pas juste ça, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui est encore plus intéressant, c'est-à-dire que quand on a regardé leurs os, déjà, ils avaient des os de très mauvaise qualité, mais ce qu'ils ont vu, c'est que malgré le fait que ces personnes-là pouvaient avoir 28 ans, 30 ans, etc., eh bien leur plaque de croissance n'était pas encore refermée. Alors ça c'est très étrange, puisque typiquement les plaques de croissance, elles se referment voilà, entre 16 et 25 ans généralement. Ceci dit, il y a bien sûr des exceptions comme ces gens-là. Et donc, ce qu'on voit chez les personnes qui ne peuvent pas utiliser leur oestrogène, c'est que leur plaque de croissance n'est toujours pas refermée. Donc maintenant, je vais vous demander de mémoriser ça, puisque en termes scientifiques, ce qu'on a vu juste là, c'est ce qu'on appelle des études de cas, et ça en termes de poids scientifique, c'est plutôt faible. Ceci dit, ce qu'on voit en plus des études de cas, c'est que chez les personnes, chez les adolescents qui se développent, si des injections d'œstrogène sont faites, notamment chez les filles qui sont trop grands pour leur âge et qui veulent ralentir leur croissance, eh bien quand des injections d'œstrogène sont faites sur ces filles, eh bien elles grandissent significativement moins que les personnes qui n'ont pas eu ces injections d'œstrogène. Donc voilà, là on a à la fois une étude où les gens qui n'ont pas d'œstrogène, eh bien leur plaque de croissance ne se referme pas, et on a quelques études, pas beaucoup, qui montrent que en fait quand
de l'œstrogène est injecté dans le corps, les plaques de croissance se referment plus vite. Donc je pense que vous pouvez voir la logique, les œstrogènes sont celles qui sont responsables pour la fermeture des plaques de croissance. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les revues d'études étant des sortes de revues où les chercheurs analysent toute la science qui a été faite sur un sujet particulier et essaient de tirer des conclusions. Et les chercheurs aussi tirent cette conclusion que les œstrogènes sont celles qui causent la fermeture des plaques de croissance. Et du coup, ça permet d'expliquer aussi ce qu'on voit dans la vraie vie, où les femmes sont plus petites que les hommes. Et c'est un petit peu normal, du coup, quand on sait cette histoire d'œstrogènes et de plaques de croissance, vu que les femmes ont beaucoup plus d'œstrogènes, et donc leur croissance se termine beaucoup plus vite, et donc les hommes sont plus grands que les femmes, en moyenne. Et ça permet d'expliquer quelque chose d'autre, un autre phénomène qu'on voit aussi dans la nature, où généralement, ceux qui ont leur puberté plus tôt, et bien souvent ils commencent à grandir plus tôt. Donc si tu as ta puberté vers 12 ans, c'est-à-dire un peu en avance sur tout le monde, tu vas grandir très vite. Mais ces personnes qui ont une puberté très rapide, eh bien elles arrêtent de grandir également plus tôt que les autres. Et c'est parce que dès la puberté, c'est là en tant qu'homme qu'on commence à avoir des taux d'œstrogène, on va dire, significatifs dans notre sang. Et du coup, au plus la puberté arrive tôt, au plus on arrête de grandir tôt. C'est un petit peu logique. Et du coup, la question qui doit vous arriver à la tête, c'est du coup, comment est-ce qu'on utilise ça pour devenir plus grand en pratique? Et du coup, c'est plutôt simple. Alors, les œstrogènes, comme la croissance, il y a une partie qui va être génétique, qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Mais il y a aussi une autre partie qui est environnementale, qui va dépendre de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qui est dans notre environnement, etc. Et c'est en agissant sur ces axes-là qu'on peut réduire nos œstrogènes et donc ralentir la vitesse de fermeture des plaques de croissance et donc, sur le long terme, devenir plus grand. Et du coup, là, je vais un peu vous parler des causes communes d'œstrogènes dans notre environnement qu'il faudrait qu'on limite pour, du coup, maximiser notre croissance. Alors déjà, une des grandes sources d'œstrogènes qu'on a aujourd'hui, c'est dans l'eau qu'on boit. Dans cette eau qu'on boit, il y a plein de pesticides, de microplastiques et des petites quantités de produits contraceptifs qui ne devraient pas être dans l'eau, qu'on soit clair, mais qui aujourd'hui se trouvent dans toutes les sources d'eau, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Toute l'eau qu'on trouve, que ce soit dans le robinet ou dans le lac, est malheureusement polluée par ces choses. Et ces choses, une fois dans le corps, vont se comporter comme des œstrogènes et du coup accélérer la fermeture des plaques de croissance. Donc, comment limiter ce problème? Eh bien, certains penseraient qu'aller acheter des bouteilles d'eau au supermarché, ça pourrait résoudre le problème. Mais ces bouteilles d'eau, bien sûr, elles sont dans du plastique. Et quand une bouteille d'eau est dans du plastique, il y a des petites quantités de plastique qui se mettent dans l'eau. Et encore une fois, ce plastique, dans le corps, œstrogène, fermeture des plaques de croissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, heureusement, il y a une solution. Ceci dit, la solution, malheureusement, est un petit peu chère, mais c'est la réalité de la chose. La solution, c'est bien sûr filtrer son eau. Alors, il faut savoir que dans les milieux des filtres à eau, il y a énormément de gammes de filtres à eau. Il y a des filtres plus ou moins efficaces. Et je ne suis pas un expert en filtre à eau, mais je sais que les filtres à eau de haute qualité, moi j'en ai un notamment au charbon, eh bien, il va pouvoir filtrer ces petits polluants pour en fait plus en avoir dans son eau. Alors moi, le filtre que j'ai, il doit coûter à peu près 400 €, donc ce qui est cher. Ceci dit, il en existe peut-être des moins chers, mais il faut vérifier du coup si les filtres que tu achètes peuvent filtrer tous les polluants pour justement plus en avoir. Ensuite, idéalement, il faut aussi limiter toute l'eau qu'on boit de sources de plastique. Donc tout ce qui est bouteilles en plastique, bien évidemment. Tout ce qui est nourriture emballée dans du plastique, ça va avoir le même problème. Et donc il faut essayer de limiter ça au maximum, notamment avec des verres en verre, des bouteilles en verre, des Tupperware en verre, etc. Ceci dit, il y a aussi d'autres sources d'œstrogènes qu'on peut avoir dans notre environnement. Et il y en a une qui est très notable, et beaucoup de jeunes font l'erreur sans savoir qu'en fait ça impacte énormément sa croissance. Et cette erreur, ça s'appelle la cigarette. Le tabac va augmenter directement les quantités d'œstrogènes qu'on a dans le corps. Donc si tu veux grandir plus grand, limiter au maximum la fermeture des plaques de croissance, il faut fumer le minimum possible, c'est-à-dire 0. Alors certes, vous connaissez probablement des exemples de gens qui ont commencé à fumer, j'en sais rien, à 12 ans, et qui aujourd'hui font 1m90, mais ça veut pas dire que fumer, ça n'impacte pas la croissance, ça veut juste dire que lui, il aurait probablement été encore plus grand s'il n'avait pas fumé. Donc voilà, il y aura toujours des exemples de gens qui ne respectent aucune des règles que je vais citer, et qui sont très grands, mais il faut vraiment pas se baser sur eux. Donc cigarette. Ensuite, cigarette électronique. Aujourd'hui, on n'a pas de données directes sur l'œstrogène. Mais globalement, quand on voit la liste de produits chimiques
et qu'on sait que généralement les produits chimiques une fois dans le corps vont justement causer ce type de problème, eh bien il ne faut pas être un devin pour savoir que c'est probablement pas bon. Ceci dit, on n'a pas de preuve directe, donc je vous laisse faire ce que vous voulez avec cette information. Ensuite, une des sources d'après, j'en ai un petit peu parlé plus tôt, mais c'est tout ce qui est pesticides. Et les pesticides, eh bien une fois dans le corps, eh bien ça se comporte souvent comme des œstrogènes, et ça c'est pas bon. Alors comment faire pour limiter les pesticides? Eh bien la première étape, ça serait toujours de laver tout ce qui est fruits et légumes pour justement enlever une partie des pesticides. Ça va pas tout enlever, mais rien qu'un lavage, ça peut aider à limiter les pesticides qu'on ingère. Et ensuite, si on veut limiter encore plus les pesticides, il y a bien sûr tout ce qui est aliments bio. Idéalement pas du bio d'Espagne parce que celui-ci, il est un petit peu moins bio que les autres. Dans le sens que les contrôles sont beaucoup moins rigoureux, donc voilà, quand il y a moins de contrôle, il y a plus de fraude. Mais tout ce qui est bio, généralement, même si le bio ça a ses défauts, eh bien ça va contenir moins de pesticides. Et donc moins de pesticides, c'est toujours mieux. Et ensuite, une autre source d'oestrogène, c'est bien sûr le cannabis, qui, une fois consommé, va augmenter ses taux d'œstrogène. Donc encore une fois, cannabis, faut éviter. Tout ce qui est alcool aussi va augmenter les taux d'œstrogène, donc il faut aussi éviter. Et la dernière source d'œstrogène que j'avais parlé dans ma dernière vidéo, mais que j'aimerais un petit peu changer, c'est celle venant des plantes, tout ce qui est soja, etc., qui en fait sont pleines de quelque chose qu'on appelle des phytoestrogènes, qui sont en gros des molécules très similaires à l'œstrogène, qui se trouvent dans certains fruits et légumes, comme le soja, très célèbrement. Ceci dit, la dernière fois, j'ai dit qu'il fallait éviter ça. Mais aujourd'hui, voilà, le consensus scientifique sur tout ce qui est phytoestrogène, c'est que soit les phytoestrogènes se comportent comme des œstrogènes dans le corps, donc dans cette optique-là, ça serait très mauvais. Soit ces phytoestrogènes, justement, ils vont occuper les récepteurs d'œstrogènes dans le corps, ce qui va en fait empêcher à la vraie estrogène de se lier aux récepteurs, ce qui serait du coup bon pour la croissance. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a aucun consensus scientifique dessus. Et c'est très dur de savoir le vrai du faux, puisqu'il y a des preuves qui vont un peu dans les deux sens. Donc pour tout ce qui est phytoestrogène, voilà, ça dépend un peu de son avis. Ceci dit, si on veut limiter au maximum les risques, vaut mieux du coup pas prendre des œstrogènes. Et ensuite, si on regarde historiquement, souvent ce sont les cultures un peu plus asiatiques qui ont des alimentations fortes en soja. Et malheureusement, les cultures asiatiques sont généralement plus petites que tout ce qui est européen. Ceci dit, il est possible que c'est rien à voir avec le soja, donc voilà. Donc voilà, là j'ai couvert le premier axe pour devenir plus grand, celui-ci sera le plus concret. Et ensuite, il y a un deuxième axe, donc celui-ci plus nouveau, moins étudié, mais pour moi tout aussi prometteur, potentiellement. On saura que quand il y a plus de preuves, mais malheureusement, on les a pas. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment on en est arrivé à ce deuxième axe de croissance. Alors comme vous le savez, dans les dernières 100-150 années, ce qu'on voit, c'est que dans les pays européens, la taille moyenne de notre population a énormément augmenté pendant ces années. Et ce qu'on voit très étrangement, c'est que certains pays européens, notamment les pays scandinaves, donc ça c'est Norvège, Danemark, etc., eh bien leur taille moyenne a beaucoup plus augmenté que par exemple la France, l'Espagne, le Portugal. Et du coup, il y a des chercheurs qui ont essayé de se plonger sur la question pour essayer de voir quels sont les traits qui sont le plus liés, on va dire, à cette poussée de croissance en tant que population. Ceci dit, ce sont des preuves de corrélation et non pas de causalité. Donc ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont mis multiples paramètres, ils ont analysé la variation de pas mal de paramètres dans ces pays européens, et ils ont essayé de voir lesquels suivaient le plus la croissance des populations. Donc ils ont analysé tout ce qui est richesse de la population, au plus il y a d'argent, au moins il y a de malnutrition, et donc au plus on est grand. Et ensuite, ils ont aussi analysé pas mal de paramètres comme richesse, etc. Ceci dit, ce n'étaient pas les paramètres les plus liés avec la croissance. Les paramètres les plus liés avec la croissance, le premier c'est bien sûr la présence d'un groupement de gènes qui rend grand. Comme on le sait, la génétique, ça influence beaucoup la taille adulte. Et il y a un groupement de gènes que, si tu les as, eh bien, tu seras en moyenne plus grand. Ça, c'est vraiment pas très étonnant. Ceci dit, ce qu'ils ont vu aussi, c'est qu'il y a un autre paramètre qui influence pas mal l'évolution de la croissance des pays, c'est l'ingestion de protéines. Et plus précisément, certains types de protéines sont plus corrélés avec la croissance, et d'autres sont corrélés justement avec une plus petite taille. Alors les liens de corrélation avec les protéines individuelles sont pas très fortes. Ceci dit, ce qu'ils voient, c'est que quand ils regroupent les protéines, par exemple en protéines animales ou en protéines végétales, eh bien les corrélations sont beaucoup plus puissantes. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
eh bien ça veut dire que les pays européens qui ont beaucoup plus augmenté leur consommation de protéines animales, eh bien ces pays-là ont vu une croissance beaucoup plus augmentée que les autres, et ceux qui ont une consommation de protéines végétales beaucoup plus haute, eh bien en moyenne, ce sont des populations qui sont plus petites. Et donc rien que ça c'est intéressant, mais c'est la suite qui m'a un petit peu choqué la première fois que je suis tombé dessus, c'est que le ratio de certaines protéines animales que je vais lister à l'écran sur les protéines de céréales que je vais aussi lister à l'écran, eh bien ce ratio de protéines, eh bien il est plus lié avec la croissance d'une population que la présence des gènes qui rend grand. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends deux populations, et la seule information que tu as, c'est qu'une des populations a les gènes qui rendent grand, mais qui a un mauvais ratio, et l'autre population a un très bon ratio, mais pas ces gènes qui rendent grand, eh bien si on avait à deviner, eh bien il y aurait plus de chances que cette population qui a un bon ratio de consommation de protéines, mais pas la présence des gènes qui rendent grand, eh bien cette population aura plus de chances d'être plus grand que la population avec les gènes qui rendent grand. Ceci dit, si tu as les gènes qui rendent grand et une bonne consommation du ratio de protéines, eh bien tu vas être encore plus grand, c'est le mix parfait. Et ce qu'on a vu notamment, c'est que si tu veux maximiser ta croissance et que tu es prêt un petit peu à tout pour faire ça, je vous dirais du coup de maximiser ce ratio protéique, donc manger plus de ce qui se trouve en haut du ratio et moins de ce qui se trouve en bas, donc ça je vais tout lister à l'écran pour que ce soit plus clair. Alors là, typiquement, c'est là où j'ai arrêté ma deuxième vidéo, mais il y a une autre information qui est plutôt importante, que j'ai pas listée, mais que je trouve quand même très intéressante. Et du coup, l'information, c'est que, en fait, ce qu'on voit dans les pays scandinaves, tout ce qui est Norvège, etc., c'est les pays les plus grands, où la taille moyenne, c'est voilà, 1m83, 1m85. Ce qu'on voit, c'est que pendant les dernières 150 années, eh bien, leur taille moyenne a beaucoup augmenté, puisque historiquement, ce sont des pays très pauvres, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où ils faisaient partie un peu de l'URSS, il me semble. Donc c'était des pays très pauvres avec des gens très petits. Et depuis qu'ils sont libérés et qu'ils ont gagné en richesse, et que leur ratio de protéines a augmenté, eh bien leur taille a aussi énormément augmenté. Mais ce qui va aussi, c'est que pendant les dernières années, eh bien l'augmentation de la taille moyenne, elle s'est beaucoup réduite. Où maintenant leur taille moyenne c'est 1m83, mais dans 10 ans, ça sera probablement aussi 1m83. Donc la croissance de la taille moyenne de la population s'est largement réduite. Et qu'est-ce qu'on voit aussi dans leur alimentation, sans surprise? Ce sont aussi des pays qui ont beaucoup changé leur alimentation dans tout ce qui est cantine, etc. Où ils priorisent beaucoup plus les protéines végétales, etc. pour les causes environnementales, etc. Et pour limiter la souffrance animale, bref, en gros, l'alimentation moyenne de ces pays, eh bien, elle a augmenté en protéines qui sont justement en dessous du ratio, les protéines qui sont liées avec une taille plus petite, et ils ont réduit la consommation des protéines qui sont liées avec une taille plus grande. Et comme par hasard, quand ce ratio a été réduit, l'augmentation de la taille moyenne de la population s'est aussi beaucoup réduit et a presque même arrêté. Donc voilà, quand on entend tout ça, ce qu'on veut bien sûr croire, c'est que ces protéines vont rendre plus grand et certaines protéines vont rendre plus petit. Ceci dit, si je dis ces mêmes choses à un scientifique, quelqu'un qui est un peu dans le domaine de recherche, qui lit des études, etc., je tiens à vous le dire parce que c'est important, ce sont des preuves qui n'ont pas un très gros poids. Le poids des preuves est très faible, vu que ce sont des preuves de corrélation et non pas de causalité. Ceci dit, aujourd'hui, c'est malheureux, comme je le disais tout à l'heure, le domaine de la croissance, c'est pas un domaine qui reçoit beaucoup d'argent, et ce sont les seules données qu'on a sur le sujet. Donc je vous laisse tirer la conclusion que vous voulez à partir de ces informations. Alors ici, je vous ai fait un petit résumé de toutes les preuves, on va dire les plus concrètes qu'on a sur la croissance. Ceci dit, il y a aussi d'autres axes beaucoup moins visités, avec beaucoup moins de preuves. Et du coup, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si celle-ci marche bien. Donc, si vous avez aimé ces informations, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour l'algorithme, n'importe quoi, pour que cette vidéo soit mieux référencée. Et du coup, moi, je me base un peu sur les performances de cette vidéo. Si cette vidéo marche bien, ça veut dire que beaucoup de gens veulent probablement savoir la suite des informations. Et si cette vidéo marche pas, je vais pas m'embêter à faire une autre vidéo sur la croissance. Voilà. Après, je tiens à préciser que tout ça, ça marche seulement si tes plaques de croissance sont encore ouvertes, puisque une fois que les plaques de croissance sont fermées, bien voilà, tu grandis plus. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe. Et si vous vous demandez comment créer un programme musculation optimal en fonction des données scientifiques, vous pouvez télécharger le PDF gratuit où je vous explique comment j'ai relancé ma prise de muscle il y a 2 ans pour passer un peu au stade musculaire d'après. Et j'ai aussi la méthode détaillée sur comment créer un programme muscu. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée parce que oui, c'est bientôt la rentrée.